Une œuvre impossible à distinguer de la vie. Peindre est un état d'être. Peindre est une découverte de soi. Tout bon peintre peint ce qu'il est. La vie d'un homme est son œuvre est sa vie. En 1979, Marcellin Plenay écrivait la chose suivante à propos de Pollock. À n'avoir pris en considération que ce qui constitue les caractères de surface, superficielle de l'œuvre de Pollock, à s'écarter délibérément du complexe subjectif culturel et multidisciplinaire qui donne à cette œuvre origine, force et dimension, on peut dire que la critique, dans sa généralité, si hélas elle n'a pas manqué l'homme, fait aujourd'hui encore défaut à l'œuvre. Dans les nuits de France Culture, toile au sol, résistance d'une surface dure, une surface pourtant traversée, regardée par Stéphanie Katz. On est dans l'agogne, ce qui signifie combat. On ne peut pas aimer Pollock tout le temps. C'est quelqu'un qui est trop excessif. C'est une vie trop courte aussi. C'est quelqu'un qui pose trop de questions. C'est quelqu'un qui va trop vite. Il y a un problème des rapports entre l'infini et la vitesse. On ne peut peindre à l'infini que dans une grande vitesse. Il me semble que ce qu'on peut voir apparaître sur un certain nombre de tableaux de Pollock, de la grande période des drippings, c'est des parcours en tous sens, de paysages surplombés. Jackson Pollock, dessus-dessous, 1912-1956, par Stéphanie Katz et Pascal Rayet. Je crois qu'à propos de l'Amérique, il faut rappeler que l'une des étymologies du mot peuple, c'est l'occupant. Et je crois que c'est la grande question américaine, pour moi en tout cas, c'est la grande question américaine, ou l'une des grandes questions américaines, que celle de savoir qu'est-ce qui occupe l'Amérique et qu'est-ce qui est fondé à occuper l'Amérique. Peut-être à la fois au sens de la terre elle-même, c'est-à-dire quel est l'occupant légitime de l'Amérique finalement. L'affaire pour le moins se discute. Qu'est-ce qui occupe l'Amérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui occupe l'esprit, comme on peut être pris par des souvenirs traumatiques qu'on n'arrive pas à raconter. My feeling is that new needs need new techniques, and the modern artist has found new ways and new means of making his statement. It seems to me that the modern painter cannot express this age, the airplane, the atom bomb, the radio, in the old forms of the Renaissance or of any other past culture. Each age finds its own technique. Alors, Pollock, c'est le 5e fils de ses parents. Ce qui est extraordinaire, c'est que il s'agit 5 fois de jeunes garçons qui ont une forte envie de tout plaquer pour devenir des artistes. Georges Collins. Donc une famille de 5 artistes de sexe mâle. Hein, il faut relever ça. Pollock donc est le dernier. Son père, qui s'appelle Leroy Pollock, il faut je crois aussi relever le fait que ce n'était pas son véritable nom. Leroy Pollock s'appelait Leroy McCoy. Aucun Américain ne peut entendre le nom Leroy McCoy sans tout de suite penser à l'expression « the real McCoy », qui signifie en français quelque chose comme l'authentique même. Hein, enfin quelque chose de vrai. Donc le contraire du toc, de l'imité, de la série. The real McCoy, c'est de l'or sur lequel on peut tabler.
Alors, il est abandonné donc de la famille McCoy et il est adopté par la famille Pollock. Donc, déjà, au niveau du père, il y a, disons, fragilité, il y a un mouvement, il y a déplacement au niveau, à mon avis, le plus profond, hein, au niveau du nom propre. Du côté donc de Stella McClure, c'est la mère de Pollock. Stella McClure donc est une femme plantureuse, excellente cuisinière, belle femme, avec une ambition absolument extraordinaire. Et qui, étant donné donc l'époque où elle a vécu, n'avait pas les moyens de son ambition. Mais donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de recevoir donc des journaux, hein, par la poste. Et ces journaux donc de mode, des journaux d'art, lui permettent de rêver. Alors il y a un père donc qui a changé de nom, qui lui aussi préfère de loin aller chasser avec ses copains plutôt que de soutenir sa famille, qui quittera la famille quand Pollock aura 7 ans. Il laisse donc ses 5 garçons et leur mère se débrouiller seuls. C'est important de savoir ça. Et donc Stella McClure, à partir du moment où son mari démontre objectivement sa faiblesse, son peu de consistance, elle décide de prendre les choses en main et en l'espace de 16 mois, déménage 8 fois. Si je donne ces détails, c'est par rapport à la voiture. Pollock est quelqu'un donc qui traverse les États-Unis, déjà de Cody, Wyoming, jusqu'en Californie, et ensuite de Californie à New York, dans un premier temps en train, et dans un deuxième temps en voiture. Hein. C'est quelqu'un qui a l'habitude de se déplacer, qui a l'habitude donc des déplacements, on peut dire forcés, mais le voyage forme la jeunesse. Il n'y a pas de composition américaine, il n'y a que l'apparence d'un pays qui a été traversé en divers sens et sur lequel divers passants ont laissé des traces Pierre-Damien Huyghe. Finalement indistinctes ou dans une certaine mesure insignifiantes. Donc on pourrait dire peut-être ceci, si Pollock est un peintre américain, alors il n'y a pas de synthèse américaine. L'Amérique ne trouve pas son identité dans la composition, c'est-à-dire dans le fait de poser ensemble, de manière rassemblée, l'ensemble de ces éléments. C'est un pays dispersé, éclaté, parcouru, mais pas synthétisé. Toujours autour là, de cette liaison-déliaison entre l'art et la vie, il faudrait bien qu'on arrive à intégrer la voiture dans la manière dont nous abordons l'œuvre de Pollock. Rappelez-moi donc sa date de naissance. 1912. 1912, 1956 donc. Je suis frappé en lisant donc la biographie qui malheureusement n'est pas encore traduite. C'est un livre qui s'appelle donc Jackson Pollock, un saga américain par Naifeh et Smith. Je suis frappé de voir l'importance du déplacement en voiture. Il faut absolument dire que la vitesse automobile a à voir avec l'intégration de la vie dans l'œuvre de Pollock. Lee Krasner, donc la femme de Pollock, et elle-même peintre qui a pu donc prendre son envol après la mort de Pollock. Lee Krasner, donc, et les biographes disent qu'elle était absolument certaine pendant 10 ans. Elle savait la manière dont Pollock allait mourir. Ça allait être donc en voiture. Et donc d'inventer une structure, un nouveau langage, une syntaxe, je dirais de la violence en partie. D'un côté, la ligne comme une trajectoire
qui la plupart du temps ne sera pas une ligne droite, mais un trajet, un schéma, un diagramme. Et donc ce trajectoire, c'est une sorte de ligne univers, de ligne nomade, pour reprendre une expression de Gilles Deleuze que j'aime beaucoup. Et au fond, elle passe entre. Donc je crois qu'on est là devant l'idée que la peinture, c'est de peindre des flux. Quand on est assis dans sa voiture, quelque part, on est au musée ou on est dans une galerie. Et on assiste au défilement des images qui passent à travers le pare-brise et donc qui sont, entre guillemets, enregistrées par le pare-brise. Il faut garder... La voiture écran. Voilà, c'est la voiture, hein, donc dotée d'un écran, derrière lequel se situe donc le spectateur. Christine Bussy-Glucksmann. Icare, c'est un peu le mythe et le défi par rapport à la loi du Père, puisqu'il s'envole vers l'infini dans le ciel poudré du tableau de Bruegel, et que bien sûr, passant avec ses ailes technologiques près du soleil, les ailes fondent et il chute. Et donc, ça m'a paru une sorte d'emblème pictural d'un nouveau regard sur le monde, d'un œil-monde sur la mer, que j'ai appelé le regard icarien. Pollock, pour vous, serait un peintre icarien ? Je crois que en 47 et dans toute cette période 47-51, quand Pollock, par les drapings, invente un nouvel espace d'abstraction, il change non seulement la technique, mais la position de la main et du regard en peinture. C'est-à-dire, il se trouve surplombant, comme tout le monde le sait, il met les toits à la terre, il peint donc sur le sol, une sorte de mur au sol, et il est donc dessus, regard surplombant sur l'infini de la peinture, le devenir peinture, et il est aussi dedans. Si bien que cet espace pictural nouveau qui va naître, le bord à bord, le all-over, et avec son rythme répétitif à l'infini, ces entrelacs, ces ellipses, ces doublures, etc., cet espace-là m'a paru d'une part icarien, bien évidemment, et aussi topologique, c'est-à-dire que quelque chose se passe qui libère au fond le regard de sa toute-puissance, puisque c'est une sorte, à partir du corps et donc à partir de la main que la peinture est projetée, dégouline, selon les nouvelles techniques de Pollock. Et donc ce lieu du corps est le lieu du mouvement d'une ligne qui, dès lors, ne sera plus contour. Et il me semble, par rapport à d'autres pratiques abstraites, que ce qu'invente Pollock à ce moment-là, c'est un nouveau plan pictural, c'est-à-dire qui lui permet de mettre fin, disons, à tous les dualismes de l'histoire de l'art occidental. Quand on a donc un homme qui est intensément dans la lutte mimétique avec autrui. Ça a commencé avec ses frères. Ça a commencé donc avec ses frères et avec son père. Ça a continué avec son maître Tom Benton. Ça a atteint une espèce d'apogée avec Picasso, hein, qui Picasso, pour Pollock, c'est celui qui le coiffe au poteau systématiquement. C'est celui qui trouve les idées plus vite que lui. Chaque fois que Pollock a l'impression de choper une image, il dit à sa femme, mais Picasso est allé plus vite que moi. Tous les tableaux, je dirais pré-dripping, jusqu'au milieu des années 40 de Pollock montrent à tel ou tel égard une influence de Picasso, pourrait-on dire. Donc la question, c'est plutôt de s'en dégager et d'essayer de l'oublier. Oublier Picasso, c'est plutôt ça le mot d'ordre des drippings. Et rien ne ressemble moins à un tableau de Picasso qu'un grand dripping. Si vous regardez, je sais pas, Lucifer ou Autumn Rhythm, on est sorti complètement du cubisme et de quoi que ce soit d'autre que Picasso ait pu produire. Il faut constamment, toujours et en tout lieu, que Pollock soit le premier. Et quand on est là-dedans, c'est une redoutable machine. Parce que quand il faut être premier, c'est que profondément, on se demande si on ne serait pas dernier.
Alors il y a des espèces de haut et de bas, là, un rapport cyclotimique là, à l'amitié, à la vie qui est terrible et qui nous fait fuir. Et est-ce que ça signifie qu'il s'agit de faire table rase avec l'histoire? En tous les cas pour Pollock, avec l'histoire de l'art, j'entends. C'est une des questions fondamentales. Quel est le rapport de Pollock à la tradition? Grosso modo, il y a deux réponses classiques à la question. La première consiste à dire Pollock, c'est un peintre figuratif. Pollock est quelqu'un qui a absolument besoin de se référer à l'image, à une image qui sera, au fur et à mesure de son développement, de son parcours, conçue en termes d'image inconsciente. Et de ce point de vue, il n'y a aucune rupture avec l'histoire de l'art, avec la tradition. Il y a un approfondissement, peut-être une accélération, mais Pollock demeure un peintre figuratif. En face, il y a donc le positionnement suivant qui établit qu'à partir des drippings, il y a une rupture totale avec l'histoire de l'art. En 34-38, par exemple, dans La Flamme, on trouve une structure visuelle proche du Gréco. Et à cette époque, Pollock fait des relevés des tableaux baroques sous l'influence de celui qui est son professeur, Benton, qui lui présente des diagrammes de corps, des schémas de corps. Donc il fait des relevés. Il y avait à Londres et à New York les croquis des dessins de ces relevés de gestes, je dirais. Et ce qui l'intéresse, c'est justement le Gréco, le Tintoret et globalement, et Michel-Ange, la peinture baroque. Et pourquoi? C'est-à-dire qu'on s'aperçoit à ce moment-là, il y a un motif dans tous les tableaux du Gréco qui est ce que j'appelle l'espace flammifère, les flammes qui montent vers le haut et qui, bien sûr, dans la peinture du Gréco, sont célestes. Alors, dans ce tableau, la flamme dont on parle, ce qui est intéressant, c'est que la flamme devient une énergie vivante, une sorte de vitalité non organique et terrestre. Et il y a un certain nombre de gestes abstraits, et je crois que c'est passionnant de les relever, je les énumère. Il y a les drapeaux. À la même époque, il fait un tableau de drapeaux. Et puis, un tout petit peu après, il y a les tableaux de musculature qui évoquent Michel-Ange, encore sous l'influence de Benton, et il y aura le relais, évidemment, des plans à facettes et des plans brisés de Picasso dans la même lancée. Et puis, il y a les relevés de plis. Il fait toute une série de relevés de plis, et donc on s'aperçoit, si vous voulez, que le modèle du pli à l'infini, qui est le grand modèle du baroque, comme on le sait maintenant, eh bien ce modèle est celui de Pollock, car un pli, précisément, c'est un dehors-dedans, et c'est un espace de texture, d'épaisseur. Alors, je crois qu'il y a véritablement une genèse de l'espace abstrait, et donc que le problème des rapports entre figuration et abstraction est un problème très compliqué. Je dirais qu'à l'intérieur de l'espace figuratif, disons jusqu'en 47, 46, 47, disons, puisque déjà 47, à partir des rythmes cosmiques, il invente un espace purement abstrait, eh bien, il y a ce que j'appellerais des figures matricielles, c'est-à-dire des figures de gestes qui se répètent, qui le hantent, et que l'on va retrouver quand il va tenter, comme il le dira, il va voiler l'image, et l'imagerie même, pour traduire littéralement l'américain. Étrangement, dans ce tableau de Pollock, la flamme fuse déjà à l'horizontale comme un feu sur lequel on soufflerait et qui à la fois serait aspiré vers le haut et coulerait déjà sur le sol. Oui, absolument. On pourrait dire, dans des termes un peu savants, que la flamme n'est pas une sorte d'arbre qui monte, mais ce nouveau modèle qui est le rhizome, c'est-à-dire avec les racines qui courent le long de la terre, qui sont multiples, qui ont des entrées multiples. Et je crois que toute l'ambiguïté, la violence de Pollock, c'est cette sorte de déchirure violente entre quelque chose qui est essentiellement terrestre et d'autre part ce mouvement plus aspiré vers le haut
que l'on trouvera dans d'autres tableaux. Dans Flamme, il semble qu'il y ait déjà un combat. Il semble qu'il y ait sur la gauche, me semble-t-il, 2 corps en état de... un couple peut-être, en état d'étreinte ou de combat. Le reste de l'espace étant en proie à une sorte de flamboiement, de combustion. C'est un espace de l'ignition, c'est-à-dire il faut brûler pour faire naître une autre lumière. Et je crois que ce tableau est un peu une sorte de paradigme nocturne et igné de l'ensemble de l'œuvre. D'ailleurs, je crois que Pollock a toujours, dans les expositions rétrospectives, voulu commencer par ce tableau-là. « 1943. Jackson Pollock vient de rencontrer sa femme, Lee Krasner, qui lui permettra de pénétrer la société artistique américaine. Les surréalistes français sont à l'honneur à New York. Lee présente Jackson à Peggy Guggenheim, galeriste excentrique, qui impose alors à la scène new-yorkaise son goût pour le surréalisme. Peggy Guggenheim commande à Pollock une œuvre pour un mur de son appartement. La singularité de Pollock éclate au grand jour, avec une œuvre au titre paradoxalement annonciateur, Mural. Alors mural, ça renvoyait bien sûr à toute la traversée de la peinture murale mexicaine, Roscoe et les autres. Et dans cette peinture, il y a quelque chose de très important. D'une part, elle est immense, donc le format. D'autre part, elle est au mur. Et elle est au mur avec un œil à l'infini. C'est-à-dire c'est une peinture qu'on peut, en quelque sorte, continuer à droite, à gauche, en bas et en haut. Et qui est une peinture, en l'occurrence la peinture mexicaine, où le figuratif est schématisé, stylisé, et on a une sorte, je dirais, des abstracts de la violence. Bon, dans ce tableau qui est superbe, on voit bien que c'est un mural, en tant que tel, mural, avec, au fond, un mouvement dansant. Et là, on trouve déjà le double rythme des tableaux de Pollock. D'une part, un rythme répétitif, en quelque sorte, ou du moins un rythme pulsé, pulsionnel, au sens fort, qui donne le mouvement d'ensemble et qui est comme recouvert. Et là, c'est un mouvement très dansant. On est à la frontière, je crois, du corps et du mouvement et de l'abstraction. Par moments, je pense à Matisse, au tableau de la danse et à l'idée d'élargir l'espace précisément par le mouvement. Je pense à la citation de Pollock, enfin à ce qu'il disait. Il disait que dans ces tableaux, il n'y a jamais de centre. Et le regard ne peut pas... on est obligé de se déplacer le long du tableau ou de se mettre très loin. C'est pour voir l'ensemble du tableau. Et de très près, on est immergé, et de très loin, d'un coup, je dirais que le rythme se dessine. Et je crois qu'il faudrait revenir à l'origine de la notion de rythme, parce que, au fond, à Lascaux, les formes ont un rythme. Quand je suis dans mon tableau, je ne suis pas conscient de ce que je fais. C'est seulement après une espèce de temps de prise de connaissance que je vois ce que j'ai voulu faire. Jackson Pollock. I usually paint on the floor. I enjoy working on a large canvas. I feel more at home, more at ease in a big area. Having the canvas on the floor, I feel nearer, more a part of the painting. Sometimes I use a brush, but often prefer using a stick. Sometimes I pour the paint straight out of the can. I like to use a dripping, fluid paint. Il faut commencer par dire que Pollock n'a pas inventé le dripping. Son professeur Thomas Benton le faisait pratiquer à ses élèves comme un exercice pédagogique. Et puis on sait qu'on a des exemples, quelqu'un comme André Masson par exemple avait employé ce type de procédure dans certains tableaux des années 40. Mais Pollock l'a évidemment
je dirais, conceptualisé, il a pris la mesure des possibilités qu'offrait cette procédure et il l'a radicalisé, exploité et étendu dans toute la largeur de ses possibilités, avec évidemment un accent fondamental sur l'équivoque figure-non-figure que Pollock a exploité, je dirais, en prenant les pôles l'un après l'autre, mais aussi en les confondant. C'est-à-dire qu'il a produit à l'aide du dripping aussi bien les tableaux, comme on l'a dit souvent, les plus abstraits qui soient, hein, si on prend numéro 32 par exemple, ce tableau noir et blanc, ou Lavender Mist, sont des sortes de murailles de couleurs qui font penser inévitablement au chef-d'œuvre inconnu de Balzac, mais aussi beaucoup de toiles laissent apparaître une sorte d'imagerie, c'était le terme que Pollock employait, mais en tout cas de figures plus ou moins terminées, plus ou moins avortées, détournées, recouvertes, qui repose la question de la tâche. La tâche, bien entendu, est à la fois complètement du côté de l'informe, de la non-figure, et aussi de l'apparition toujours possible d'un visage, d'un paysage ou de tout autre motif figuratif. C'est finalement ce que disait aussi Léonard quand il conseillait de regarder les vieux murs, les nuages, pour apercevoir des figures. Donc il y a chez Pollock l'exploitation maximum, on peut dire, de cette tension entre figure et entrelacs. Jean-Paul Marcheschi pratiquait ce que vous appelez le dripping de feu. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qu'on éprouve quand on fait un dripping? Alors, ce qui vient d'abord, c'est un grand sentiment de libération, une sorte d'euphorie, puisque on est délivré d'abord du travail du pinceau lui-même, on est un peu détaché du contact direct avec la main, et dans mon cas, c'est tout à fait par hasard que je me suis trouvé exactement dans un dispositif proche de celui de Pollock, qui était commandé dans mon cas, bien entendu, par l'outil, puisque je voulais laisser s'écouler des flammes, des cires chaudes, et elles ne pouvaient être bien entendu recueillies qu'en disposant les supports sur le sol. Donc il y avait en effet le même mouvement que Pollock avait déjà mis en place, et qui était de déposer le tableau, de le déplacer, le sortir de la muralité, le déposer donc sur le sol, donc opérer déjà un décentrement par rapport à la vue notamment. On est dans une position, c'est ça d'ailleurs, peut-être que la vue est terriblement accaparante, embarrassante, et on est dans une position de délivrance par rapport à la vue. On est, alors dans le cas de mes propres drippings de feu, je m'aventure, bien sûr, je ne peux pas faire autrement, donc je piétine le tableau sur lequel je peins. Alors que Pollock, son format étant, les plus grands drippings de Pollock font 2 mètres par 5, ce qui était suffisant pour le contourner. L'image qu'on a généralement du dripping, c'est celle de Pollock déversant de la couleur, de la peinture sur le support de la toile qui est posé au sol. Pollock a employé plusieurs instruments, plusieurs types d'instruments pour faire cela. Les pinceaux, bien sûr, mais aussi des morceaux de bois trempés dans la couleur. Il a, dans les peintures noires de 1951, utilisé des seringues qui remplissaient de peinture et dont il aspergeait la surface de la toile. Et en fait, on pourrait dire que peut-être l'essence, bien que ce soit un mot assez peu adéquat ici, l'essence du dripping, c'est sans doute l'absence de contact entre l'outil et la toile. C'est-à-dire que c'est seulement le médium, la peinture, qui touche la toile et non pas le pinceau ou quoi que ce soit d'autre.
Il y a quelque chose du survol, de la projection. Un certain nombre de commentaires américains ont d'ailleurs employé le mot pouring, du verbe to pour, qui veut dire déverser, plutôt que to drip, qui veut dire dégoûter. Dégoûter à un côté justement fine gouttelette ou ligne ou choses comme ça, alors que pouring, on peut faire aussi bien des mares que des fins réseaux de couleurs, et on trouve les deux dans les toiles de Pollock. C'est pas qu'il n'y a pas de dessin dans la peinture de Pollock, c'est que ce dessin ne joue pas un rôle structurant. Et je pense qu'on pourrait dire que ce qui est porté par le dessin traditionnellement, à savoir la signification, la structure des signes, se trouve enfoui dans la texture colorée, dans les lignes jetées sur la surface. Quand je peins, c'est avec une idée d'ensemble de ce que je veux faire. Je peux contrôler la coulée de peinture. Il n'y a pas d'accident, pas plus qu'il n'y a de commencement ni de fin. Jackson Pollock. Mais le rapport au hasard est compliqué parce qu'il est à la fois... James Pollock, qui a été en analyse pendant de longues années, était préoccupé par la notion d'inconscient. Il savait bien ce que c'était. Il avait dit... je crois, en 47 ou 48, dans la revue Possibility, c'est une revue qui est parue à la fin de l'année 47, si je me souviens bien. Il avait fait ce qu'on appelle un statement, fait une déclaration pour la revue, et il avait dit quand je suis dans ma peinture, je ne suis pas conscient de ce que je fais. I'm not conscious of what I'm doing, quelque chose comme ça. Et puis évidemment, ça a été exploité du côté, très vite, du côté d'abord d'une espèce d'irresponsabilité du peintre, presque une espèce de marionnette dansante comme ça, dont la danse prévalait sur le tableau, alors que je pense que ça n'a jamais été le cas, mais si ça a souvent été l'interprétation postérieure, à commencer par celle de Harold Rosenberg et de l'action painting, puis après de toute la descendance dans l'art américain qui a vu les environnements, les happenings, toutes ces choses-là. Je pense que Pollock était tout à fait dans une logique du tableau et produisait des tableaux. Ça, c'est indéniable. Donc il y a cet aspect accidentel qu'il avait commencé par appuyer. Puis après, il s'est rendu compte justement que cela laissait loisible un certain nombre d'interprétations qui l'éloignaient du tableau, et il est revenu sur une insistance sur la maîtrise de ce qu'il faisait. Par exemple, je crois que c'est Time qui avait, quand Time publie un article sur lui en 1950, il l'intitule Chaos Damn It, c'est-à-dire du chaos, nom de Dieu. Ça, c'était le titre de l'article. Et Pollock répond, envoie une lettre au journal, un mot qui dit No Chaos Damn It, Damn Busy Painting, c'est-à-dire pas de chaos bon sang, mais rien que le boulot ou le travail de la peinture, quoi, quelque chose comme ça. Donc, quelque part aussi, il dit no accident. Oui, I deny the accident. Je dénie l'accident. Alors, il est bien évident que, d'abord, je ne sais pas si on peut dénier l'accident en peinture. On peut sans doute le dénier beaucoup plus que Pollock, en tout cas. Mais ce qui est intéressant dans sa peinture, c'est que l'accident reste bien évidemment loisible à tout moment, et que ce contrôle qu'il a de sa marque, de sa ligne, en tout cas dans les drippings, c'est un contrôle qui n'est jamais total, je ne sais pas. Il me semble que dans cette génération, et chez Pollock tout particulièrement, il fallait au fond retourner à quelque chose qui n'est ni la grille abstraite, telle que la première abstraction, disons Malevich, les carrés et Mondrian l'ont développée, ni, je dirais, le figuratif pur. Et que le retour à ce qui est primitif est, je crois, la rencontre d'une origine et d'une violence. Et ce qui passionnait Pollock, c'est que dans ce que j'appellerais l'art premier, au sens général de tout ce débat sur est-ce que c'est primitif, est-ce que c'est premier, c'est que c'est un art, et le mot revient dans tous les écrits de Pollock. Il disait, faire une peinture directe,
Il disait qu'au fond, la notion d'art, d'expressionnisme abstrait ne l'intéressait pas. Il disait, oui, je fais une peinture non représentative ou une peinture non figurative, mais parfois il y a du figuratif. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, je dirais, c'était un effet violent dans la peinture et un effet où la forme est comme cryptée par des messages inconscients qui sont au fond toujours voilés, toujours avec des interprétations multiples. Or, cette forme inconsciente, c'est bien sûr la forme primitive, c'est le tracé-écriture des langues indiennes. Je crois que c'est une peinture où la forme a un impact émotionnel et inconscient très fort. On trouve ce passage dans le roman de Jim Harrison d'Alva. Grand-père m'a dit que le général Sherman avait mis le Sud à genoux en brûlant les récoltes et en massacrant le bétail. Les Indiens furent affamés, puis soumis par la destruction des bisons décidée par le gouvernement. Le Sud a fini par retrouver ses récoltes, ses vaches et ses porcs, mais le bison était à jamais rayé de la carte, sauf au titre de curiosité pittoresque. Dans ces moments de colère, grand-père aimait citer le général Philip Sheridan qui avait déclaré « Pour détruire l'Indien, nous devons détruire sa nourriture. Afin d'établir une paix durable, massacrons, dépeçons et vendons jusqu'à ce que nous ayons exterminé tous les bisons. Alors vos prairies seront couvertes de bétail moucheté et de joyeux cow-boys. » Alors il me semble que ce texte dit on ne peut mieux pourquoi il n'y a pas, en un certain sens, de légende américaine, c'est-à-dire de récits exemplaires, dignes d'être racontés et montrés en exemple. Ça n'est même pas un fait de guerre, il n'y a même pas un guerrier héroïque qui aurait vaincu. Ça n'est pas un fait de guerre, ça n'est pas un fait héroïque, c'est un fait économique. C'est une guerre économique et dans une certaine mesure, l'Amérique, c'est ça. Ne quittez pas! Restez groupés autour de moi! Moi, je proposerais peut-être de dire que ce qui nous est donné à méditer à partir de la dimension américaine de la peinture de Pollock, c'est que peut-être l'Amérique est cet espace dans lequel une origine s'est trouvée enfouie. Je dirais que l'Amérique n'articule pas son origine, qu'elle n'a pas de mythe originel, elle n'a pas de légende au sens propre du mot, c'est-à-dire dans le mot légende, il y a l'idée de quelque chose qu'on dit et qu'on raconte, l'idée d'un récit, d'une narration. Il n'y a pas de légende américaine, il n'y a pas de grand récit, et dans une certaine mesure, par diverses voies, Pollock s'est trouvé au cœur de cette absence de légende, de ce manque de légende où se trouve l'Amérique. Pollock manifeste qu'il n'y a pas d'histoire américaine qui soit digne d'une illustration picturale. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une sorte d'abstraction stratifiée sur un modèle cartographique, géologique et rythmique. Hein, c'est ce que je voulais dire dans le rythme. Il y a chez Pollock, disons pour ceux qui nous écoutent, des sortes de formes en araignée, hein, métaphoriquement bien sûr, pour décrire, c'est très difficile. Mais je crois qu'il y a des formes nouées, des nœuds. Hein, on est dans le nœud, dans l'entrelac, dans le rythme. Et on voit bien que c'est cela qui est, je dirais, premier, c'est ce que je disais, matriciel, et qui sont sûrement des formes qui ont rapport entre le naître et le mourir, entre l'expansion et la contraction, entre le vide et le plein, c'est-à-dire l'idée que peindre, c'est tirer un plan du chaos et que, à partir du vide immense, puisque peindre à terre, c'est se retrouver face au vide, en quelque sorte, pas devant,
le blanc de la toile, hein, mais devant une sorte d'aspiration par ce vide. Donc l'idée d'un premier marquage pariétal, si vous voulez, primitif si on veut, un peu au fond, on marque un territoire comme les Indiens marquent le territoire. Et à partir de là, il s'agit de concevoir une peinture géologique, cartographique, par masquage, par recouvrement, comme si il fallait quelque part ne pas tomber dans ce vide, hein, ou recouvrir ce rythme originaire. Et plus on tire des plans, plus on compose le chaos, et plus on y échappe, au fond. Si on songe à ce portrait très beau, cet autoportrait à l'âge de 18 ans, c'est un des premiers tableaux repérés, connus de Pollock, on a un visage qui surgit de l'ombre, qui surgit du noir. Et en effet, on peut situer toute l'œuvre de Pollock qui ne montre aucune lumière diurne, tous les fonds sont cernés d'ombre, du côté de la sombre aventure de peinture qu'évoque Pascal Quignard. Dans ce merveilleux livre qu'est La haine de la musique, fait une hypothèse que je trouve extrêmement nouvelle et passionnante sur l'origine donc caverneuse et nocturne. Il s'interroge sur comment se fait-il que les premières traces peintes se situent donc au fond de cavernes qui supposait qu'elles étaient éclairées à l'aide de torches. Pourquoi a-t-on voulu inscrire donc ces premières traces peintes donc au fond de la nuit, dans la ténèbre? C'est-à-dire que donc ces peintures que l'on voit aujourd'hui éclairées ou reproduites dans la pleine lumière, dans des livres ou reconstituées, n'ont jamais été vues de façon panoramique, c'est-à-dire frontale. Elles étaient comme des dépliés dans l'espace. J'aime beaucoup cette idée-là que je retrouve chez Pollock, qui me fait penser dans les drippings, précisément 32 par exemple, à un espace qui est déplié, c'est-à-dire qui est sans cadre, qui n'est pas mural, et donc Pascal Quignard évoque donc l'idée qu'il s'agirait de chambres d'écho. Hein, il s'agirait donc de faire résonner une autre voix. Le mot qui, à mon avis, pourrait décrire ce qui se passe avec les gestes et la peinture de Pollock, ça serait celui de texture. Ce que fait Pollock, c'est une texture. Alors dans la notion de texture, il y a évidemment une résonance de texte, et en même temps, il n'y a pas de texte, ça ne va pas jusqu'à la signification, ça ne débouche pas sur du sens, il reste que le tissu, que la combinaison, que la confusion complexe de réseaux, de fils, de filaments qui fabriquent un tissu, une texture, une matière, un magma, mais où du sens devrait être possible et où du sens n'a pas lieu. « 1950. À la suite d'une séance de photographie réalisée dans l'atelier, le jeune photographe Hans Namuth propose à Jackson Pollock de le filmer au travail. Le premier essai, 6 minutes en noir et blanc, est l'enregistrement brut, en plan séquence, d'une séance consacrée à un seul tableau. L'absence de montage en fait un document irremplaçable. Mais surtout, l'angle de vue, toujours surplombant la toile au sol, ou encore cadrant le visage du peintre au centre d'un dripping imaginairement infini, souligne une grande continuité avec le projet même de Pollock. Hans Namuth, c'est lui-même un grand photographe, apprenti cinéaste, qui, lorsque, d'après l'expression de Kooning, lorsque le parcours de Pollock arrive à rompre la glace, donc quand il accède à la renommée, immédiatement, on songe donc à monnayer cette renommée nouvelle.
Ça passe donc par les articles dans les journaux, ça passe par une question qui fait le tour de la presse américaine à l'époque. Est-ce que Jackson Pollock est le plus grand peintre américain vivant? Donc dans ce sillage, il y a Hans Nemuth qui subitement s'intéresse au cas Pollock et qui va donc se lier d'amitié dans un premier temps avec lui, va prendre une série magnifique de photos, de poses, de portraits, donc de Pollock travaillant, de Pollock posant à l'extérieur de son atelier. Et plus tard, il décidera donc de faire 2 films. Donc l'idée, ça avait été que l'image animée permettrait de voir en temps réel et dans son développement tridimensionnel ce que Pollock faisait lorsqu'il exécutait un dripping. Pollock s'y est prêté, ce qui est d'ailleurs tout à fait en conformité avec l'ensemble de son attitude. Parce que si on pense à quelqu'un comme Rothko, qui était très très farouche à l'égard de toute médiatisation de son travail, de la presse, de la télévision, de quoi que ce soit, c'est intéressant de voir que Pollock a toujours accepté d'être photographié dans les grands magazines, d'avoir des articles. Donc dans cette logique-là, qui était sans doute de sa part aussi une volonté de mieux faire connaître son travail, il a la peinture. Et il devient quasiment impossible de ne pas considérer donc le travail de Nemuth comme partie intégrante du corpus pollockien. Il va être interprété par toute la génération des artistes des années 50 et 60, à commencer par Alan Capro. Il va être interprété comme le témoignage d'un artiste danseur, d'un artiste performeur. C'est-à-dire que le processus va être mis en avant par rapport au résultat. C'est ça qui a été retenu avec, à l'appui de ça, déjà l'interprétation qu'avait donnée Harold Rosenberg de l'expressionnisme abstrait. Lui, il disait action painting, en mettant l'accent sur le mot action et en disant que la toile n'était que l'arène où l'artiste venait agir. Donc il y a un déplacement d'accent de l'objet à l'artiste lui-même et au type de production, au mode de production. Ça nous entraîne évidemment vers un côté chorégraphique, corporel, performance qui... Peintre chaman. Éventuellement. Ça, si vous voulez, c'est le mauvais côté. C'est Mathieu, par exemple. C'est-à-dire, c'est la transformation d'une espèce de guignolade de l'acte de peindre un tableau. En 1951, Hans Nemuth présente un second film consacré au travail de Pollock. D'une toute autre nature, ce deuxième document affirme surtout le désir de Nemuth d'imprimer sa propre marque d'artiste sur son travail de cinéaste. Pour ce projet, plus complexe, Nemuth se fait aider du réalisateur Paul Falkenberg. Installé, caméra au point, sous une plaque de verre, Nemuth demande à Pollock de réaliser une œuvre au-dessus du support transparent. Pollock accepte. Ensuite, il y en a eu un second, effectivement, toujours par Hans Nemuth, en couleur, celui-ci, où Nemuth a imaginé un dispositif qui a été réemployé maintes fois depuis, qui était de demander à Pollock de peindre sur une plaque de verre alors que la caméra était située en dessous de la plaque. C'est-à-dire qu'on voyait la couleur se déverser sur le panneau de verre de l'autre côté, et puis Pollock en surplomb en train d'exécuter sa peinture. Et c'est effectivement assez fascinant à observer, puisqu'on est dans une position, le positionnement du spectateur et de la caméra est complètement invraisemblable et absurde d'une certaine manière. Il reproduit quelque chose auquel on ne peut pas assister. À compter aussi du fait que... On est placé en voyeur quand même. Qu'on est placé en voyeur et que Pollock a peint sur verre pour ce film-là. Il n'a pas peint sur verre avant, il ne l'a pas fait après. Si vous voulez, il y a là une espèce d'artifice qui fait encore une fois penser à des choses comme le mystère Picasso de Clouseau. Il y a l'invention d'un dispositif pour permettre à la caméra d'enregistrer le geste et son résultat au plus près. Jean-Paul Marqueschi, en tant que peintre, en tant qu'artiste, vous avez déjà eu affaire 4 fois
l'épreuve, d'une certaine façon, je mets ce mot entre guillemets, de la présence d'une caméra dans l'atelier. Épreuve souvent redoutable. Et il y a une possibilité de filmer l'acte créateur. Il y a une dévastation absolue. Il y a une incompatibilité, une rivalité absolue entre l'œil de la caméra et la solitude irreprésentable que suppose l'acte de création quelconque d'ailleurs, et celui de peindre en particulier. Donc c'est lié à une certaine violence. Alors en même temps, dans mon cas, je l'ai accepté dans la mesure où il me semblait qu'il fallait faire remonter l'œuvre en amont de sa réalisation. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement le résultat, mais donc il fallait le discuter, il fallait le discuter avec les différents partenaires, et les échanges ont été quelquefois houleux, quelquefois plus harmonieux. Il faut pouvoir dialectiser, voilà, en fait. Il faut pouvoir réintroduire une limite. Sans quoi la violence est absolument extrême et dévastatrice. En fait, dans cette épreuve, dans cette expérience, il y a 2 temps. Il y a le temps de la présence de la caméra dans l'atelier au moment de la création. Et puis il y a un second temps qui est le temps où vous voyez vous sur l'écran en train de travailler. Il y a eu des épreuves terribles où, en effet, c'est-à-dire qu'on voit précisément ce de quoi on veut se débarrasser, c'est-à-dire d'une certaine image de soi. Donc ça, c'est la violence totale. En revanche, dans le cas du veilleur de ce film de Gilles Perru, on ne me voit pas. Et ce que j'ai demandé, c'est qu'en marquant une limite, en marquant des interdits d'ailleurs, j'ai demandé à ce que la caméra s'approche essentiellement de la main. Et en ce sens, il n'y a pas eu de blessure du tout. Comment vous voyez ce second film de Namout où justement, précisément, vous avez l'air de dire qu'il s'agit là de ce dont le peintre cherche à se débarrasser, donc de Pollock qui, pris dans cette vitre, s'auto-recouvre et s'auto-ensevelit dans son propre tableau, mais c'est de son visage dont il est question, c'est même pas du corps, c'est uniquement, c'est un portrait en tête qui est sur la pellicule. Je ne sais pas si ça a pu jouer un rôle dans l'interruption qui s'en est suivie, l'interruption de peindre de la part de Pollock. Mais je crois que là, il y a un pacte effrayant et diabolique, puisque le film montre précisément ce que Pollock veut dissoudre. Et donc là, il y a une espèce d'obscénité terrible, très violente, que je n'ai pas vue dans le premier film, précisément. Est-ce que vous croyez que dans ce dispositif, il y a autre chose de singulier? C'est que la tête de Pollock se dégage sur un fond bleu, absolument parfait, d'un ciel d'été sans nuages. Et il y a quelque chose comme ça de cette tête qui est vraiment pris dans un axe de perspective aussi. C'est une fenêtre, c'est presque un anti-Pollock. C'est précisément ça. Oui, je crois que c'est quelque chose d'hollywoodien. Or, rien n'est moins hollywoodien que l'espace de Pollock, qui est au contraire post-césanien, qui est rigoureux, qui va vers une sorte de dissolution extrêmement forte du miroir. Et là, il se trouvait dans cette espèce de face-à-face terriblement spectaculaire, terriblement faux, qui n'a sans doute pas maîtrisé. On est souvent surpris, on ne peut pas tout maîtriser. Je pense que ça a dû être une épreuve après coup. L'anecdote dit qu'effectivement, c'est en sortant de la projection de second film de Namuth qui a laissé Pollock très amer, très déçu, que Pollock retombe, je dirais, dans des problèmes personnels qu'il connaissait depuis des années et qui deviennent à nouveau très aigus. Est-ce qu'on peut tirer du film de Namuth lui-même une explication
à cet état de Pollock. C'est vrai que l'artifice de la mise en scène de ce second film, qui n'est pas du tout construit comme le premier est vu par un observateur extérieur, le second construit une sorte de fiction du tableau où la caméra et le spectateur seraient situés dans le tableau lui-même. C'est en quelque sorte nous que Pollock peint. C'est celui qui regarde le tableau, qui reçoit métaphoriquement la peinture sur lui-même. Ça, c'est sans doute ou peut-être une forme de trahison pour Pollock, ou quelque chose, je dirais, qui dénature sa pratique, qui la rend à la fois spectaculaire et trop éloignée de ce qu'elle pouvait être en réalité. Parce que ce qui disparaît dans cette espèce de transparence installée par le second film de Namut, c'est évidemment la résistance d'une surface qui est celle du tableau et celle du mur par la suite, auquel Pollock tient plus que tout, je pense, enfin, qui est le fondement de son travail. C'est étrange parce que vous parlez, en fait, vous voyez-vous ce film, donc avec cette plaque de verre, vous l'interprétez comme si le spectateur était en fait dans le tableau, emmuré dans le tableau sous les couches de peinture. Alors que j'ai eu le regard rigoureusement inverse. Pour moi, ce qui m'est apparu comme évident, c'est que le fur et à mesure que le dripping progressait sur la plaque de verre, c'était Pollock lui-même, qui pris dans la trame de la pellicule, tout d'un coup, était de plus en plus emmuré dans son propre tableau. Et qu'en lieu et place du premier tracé du dripping, de la première figure, de la matrice de figure, en fait, c'était le portrait de Pollock qui s'engloutissait peu à peu sous les drippings de couleur. Si l'on sépare le moment où Pollock peint du moment où il devient, comme nous tous, spectateur, il y a aussi quelque chose de très troublant, c'est qu'il assume une double position qui n'est pas possible avec quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire qu'il est à la fois du côté du producteur, mais physiquement, j'entends, d'un côté du tableau au moment où Namut le filme, et puis après, quand il se revoit, il est comme nous tous, de l'autre côté du verre, through the looking glass, comme on pourrait dire avec Lewis Carroll. Et du coup, sans doute y a-t-il là une espèce de, je sais pas, de mise en miroir assez traumatisant. Et il y a une espèce presque de mise en scène d'enterré vivant dans ce film. Il faut réunir donc un maximum d'éléments autour donc pour faire le récit de la fin de la période glorieuse de Pollock, de la période des drippings. Il est certain que le film de l'émeute, Pollock lui-même dit la chose suivante. Il dit, c'est vrai que de même que les peuples primitifs craignaient que le photographe allait leur voler les rames, eh bien, moi, c'est un peu ce qui m'est arrivé. C'est très possible, donc, de considérer l'émeute comme la cause occasionnelle de l'effondrement de Pollock. Mais il y a d'autres facteurs. Il ne faut pas oublier qu'une réunion familiale, donc toute la famille, s'était réunie donc chez lui, chez Pollock et sa femme Lee Krasner Pollock. Et que cette réunion s'est très mal passée. Qu'il y avait de nouveau, Jackson se sentait rejeté par ses plus chers. Un échec familial, dans la tête de Pollock, ça va toujours vite, trop vite sans doute. Et donc l'anecdote qui m'intéresse, c'est que c'est Pollock qui est allé chercher donc la plaque de verre en question, et c'est une plaque d'Herculite qui à l'époque était couramment utilisée comme pare-brise de voiture. Alors si j'ai choisi donc de consacrer le temps qui m'est donné à cette histoire de voiture, c'est parce que je pense que c'est ainsi qu'il faut interpréter l'arrivée des drippings dans le parcours de Pollock. Pollock, tout d'un coup, décide de traduire donc ses impressions automobiles en peinture de cette manière-là. Il va pouvoir enfin aller plus vite que Picasso en dessinant des images qui défilent le long de son paysage intérieur dans l'air au-dessus de la toile.
il va confier à la gravitation terrestre la tâche de fixer les images. Tant que Pollock devait fixer lui-même les images, il était coiffé au poteau par Picasso. À partir du moment où il peut demander à la gravitation terrestre de s'occuper de cela, lui, il est libre de dessiner, de peindre dans l'espace à 50 cm, à 1 mètre, à 2 mètres de la toile, en variant donc, entre guillemets, une touche d'une manière absolument extraordinaire. La vitesse de défilement des images, Pollock trouve le moyen de traduire cette vitesse dans l'espace. En 1951, quelque chose s'accélère dans l'imaginaire de Pollock. L'atelier se fait laboratoire et la technique des grands drippings est comme recadrée. Pollock cherche une issue, une porte de sortie. Naissance des lacis, noir sur blanc. Première trace pariétale qui veulent laisser remonter du fond une figure enfouie. Quelles empreintes d'un autre temps Pollock tente-t-il ici d'exhumer du sol américain? Il est certain que dans les dessins, et notamment selon cette perspective analytique, il y avait de la figure là. Et dans les peintures de 51, un certain nombre de visages ou de personnages plus ou moins anthropomorphes ou plus ou moins zoomorphes ont tendance à réapparaître. Il y a un grand tableau, cette série-là est close finalement après un hiatus d'1 an et demi. Elle est close en 1953 par un grand tableau qui est aujourd'hui au musée de Dallas, qui s'appelle Portrait in a Dream, qui est un tableau qui récapitule toutes ces difficultés et toute cette tension entre figure et abstraction, et aussi entre couleur et noir et blanc. C'est une sorte de diptyque avec sur la partie gauche ce qui ressemble à une peinture noire de 51, c'est-à-dire un lacis de traits noirs, et puis à droite vous avez un immense visage coloré avec un seul œil comme ça, qui forme la seconde partie du tableau. Et ça s'appelle Portrait et un rêve, avec évidemment là une allusion dans le titre même à ce contenu analytique, ou à cette fonction analytique des images. Est-ce que vous seriez d'accord pour y voir quelque chose comme entre guillemets, l'anti-dripping, c'est-à-dire les deux tensions figurales d'une part et abstraites d'autre part du dripping qui étaient superposées l'une sur l'autre pendant les grands drippings, tout d'un coup se décalent comme deux lignes parallèles mises côte à côte. Oui, c'est peut-être une disjonction de la couleur et du dessin, pour une fois mise à plat, si on peut dire, dans une peinture de Pollock. Il y a un peu de dripping dans la grande tête, mais c'est vrai que c'est principalement une sorte de contour rapide dont Pollock a rempli les différentes cases avec de la couleur. C'est vrai qu'il y a là une sorte de... comment dire, l'objet est cassé un peu, il y a quelque chose de cassé. On nous montre quelque chose d'irrémédiablement séparé en deux, et qu'à ce moment-là, il a visiblement beaucoup de mal à réunir. Je crois que pour essayer de réfléchir et ne pas avoir soit l'idée d'une crise radicale, c'est-à-dire au fond dire que Pollock était fini, et que sa dépression et le fait que le retour à l'alcool, le fait que en 55 pendant 8 mois il ne peint plus, et le signe au fond qu'il n'aurait plus rien à dire. C'est une des interprétations, elle a été donnée, mais pour ne pas non plus avoir une vision, au contraire, à l'inverse. Je crois que moi, j'aurais une vision extrêmement conflictuelle et comme un après-coup de l'avant-coup, en quelque sorte. Alors, je commenterai le fameux tableau « Portrait with a Dream », « Portrait avec un rêve ». Alors, c'est un diptyque. Je le regarde en face pour les auditeurs. Sur le côté droit, il y a un portrait.
Ce portrait est partagé en deux. D'un côté, il y a un œil qui regarde avec la ligne figurale qui hante Pollock depuis l'origine. Hein. Donc, on a d'un côté ce visage partagé, d'un côté un œil qui voit et de l'autre un masque. Donc, on a déjà une sorte de duplication du visage, je dirais avec un œil aveugle. Et cet œil aveugle, je crois qu'il faut l'interpréter. D'un certain point de vue, la peinture abstraite crée des zones de non-visibilité, des zones d'enfouissement de quelque chose qui est toujours là, mais qui se retrouve comme enfoui. Donc cet œil aveugle, et de l'autre côté, il y a un morceau de chair masque très difficile à distinguer. Donc c'est un portrait clivé, un portrait, je dirais, comme une figure déjà de rêve, mais de rêve extrêmement dur, de rêve cauchemar, hein, avec des griffures et de la couleur. Et qu'est-ce qu'il voit, cet œil aveugle? De l'autre côté, une sorte de peinture noire abstraite, où on peut déceler une silhouette de corps, ça et là, un œil, mais disons, pour aller vite, globalement abstraite, avec ce que j'appellerais des schémas figuraux ou des diagrammes de corps. Bon, donc, quelle interprétation donner? Hein, on s'aperçoit là qu'on est dans quelque chose qui me passionne, le double. Hein, double dans le visage, diptyque, double entre d'un côté la figuration, de l'autre côté l'abstraction, et je dirais peut-être double en Pollock. En fait, avec ce tableau Portrait and Dream, on est dans le chiffre 2, et peut-être que toujours dans l'œuvre de Pollock, on reste dans le chiffre 2 et on n'arrive jamais au chiffre 3. Oui, je crois... je ne sais pas, là c'est un doute, si Pollock reste dans le 2. Il est sûr qu'il y a des duplicités chez Pollock, mais il y a, et c'est en ce sens peut-être la grandeur des drapings, c'est que là on est dans le multiple. À la fois, il y a la tension, hein, le 2 en quelque sorte, et dans un des derniers tableaux, l'épaule bleue, on est vraiment dans une sorte de rythmique désespérée, je dirais, de barrage de l'espace, et là on est vraiment dans le 2, l'espace est barré, l'espace est brisé, l'espace est rythmiquement, je dirais, agressif quasiment, mais dans dans Number One, dans les grands tableaux, on a vraiment un art du multiple, hein, c'est-à-dire parce qu'on a un art de la surimpression, de la stratification, de la texture, et que la ligne est prise dans la multiplicité, je dirais, des gestes de la texture et du matériau. Peut-être que, au contraire, après, c'est ce qui disparaît, je dirais, un peu. Et là, on pourrait dire qu'il y aurait encore une autre tension à décrypter. En tous les cas, le double, c'est sûr, le double, et le double lumière-ombre également, est une figure qui hante Pollock. « 1953. Apparition d'une des œuvres les plus énigmatiques de Pollock, The Deep, l'océan, le profond. Une étrange inversion du processus du dripping semble vouloir ici lever le voile sur quelque chose d'inavouable. » C'est un tableau sur lequel, semble-t-il, le fond est noir. Il y a des éléments qui sont des éléments de dripping, et il y a, à partir des bords et allant vers le centre, un travail au couteau, enfin en tout cas où la surface est touchée, qui tend à recouvrir la partie drippée, si je peux inventer ce mot. Donc il y a comme l'indication que sous la fréquentation de la surface, il y a le noir, dans lequel on ne peut non pas rien dire, mais en tout cas rien lire. Rien inscrire qui soit repérable. Pour un Pollock, c'est un tableau inachevé. Mais parce que dans ce tableau-là, Pollock s'est peut-être pris lui-même à contresens. Oui, il ne faut pas commenter Pollock aujourd'hui en séparant de son travail comme supposé inessentiel les tableaux de la toute dernière période. Il faut au contraire
si j'ose dire, regarder les drippings à partir de ces tableaux-là. Et ce qui est enfoui, où le phénomène de l'enfouissement est travaillé par Pollock radicalement jusqu'au bout, si j'ose dire, c'est-à-dire jusqu'à la sortie de l'enfoui, ou en tout cas l'indication de gestes qui pourrait aller dans le sens d'une levée de l'enfouissement. Voilà. Il faut répéter le geste de l'enfouissement pour se libérer dans une certaine mesure ou s'émanciper de l'enfouissement lui-même. Ça n'est pas qu'on trouvera forcément ce qui a été enfoui, mais on saura qu'il y a eu enfouissement. Et je crois que le sens profond de la peinture de Pollock, avec toute sa difficulté, c'est précisément la quête de l'accomplissement de la mémoire. C'est un problème qui, dans une certaine mesure, nous intéresse tous aujourd'hui. Comment comprenez-vous cette affirmation inattendue de la profondeur dans ce tableau de la dernière période, de Deep? Dans ce tableau, on a un arrêt sur image, je dirais, devant le vide sombre, mais devant le vide qui est en quelque sorte en transparence de lumière vers le devant. C'est un vide qui remonte vers vous, qui vous aspire et qui est comme enveloppé. Et là, on voit, un peu comme dans d'autres tableaux, que la question de la surface et la question de la création d'une enveloppe de lumière avec des tressés d'ombre qui étaient dans l'abstraction de Pollock et qu'en quelque sorte mise à nu. Alors, ce tableau, The Deep, donc, dans lequel, pour la première fois, d'une certaine façon, la touche apparaît, jointe à cette impression de bascule du plan, et puis à cette référence à l'eau, puisque ça s'appelle l'océan, ne peut pas ne pas nous faire penser à un autre peintre icarien, entre guillemets, français, celui-là, qui est Monet. Je crois qu'il faut vraiment réinterpréter aujourd'hui l'œuvre de Monet et en particulier les Nymphéas étaient au MoMA à New York et ça a eu un impact très important dans l'abstraction américaine et dans la peinture américaine. Alors je crois que au fond Monet c'est pour moi rapidement dit le peintre de la fluidité de la surface. Il peignait très souvent du au-dessus, et relevait le motif des bassins de Nymphéas ou au-dessus du pont japonais de son jardin pour peindre. Et là, l'idée qu'au fond, à partir d'un certain moment dans la vie de Monet, le tableau, il n'y a plus de limite au tableau, il perd l'horizon et il perd même la distinction du plan d'eau et du plan de la peinture. C'est-à-dire, on rentre dans les Nymphéas, je dirais, comme on rentrerait dans l'océan. Et donc, ce sont des tableaux miroirs parfaits, que j'appellerais en hommage à Duchamp des tableaux miroiriques, c'est-à-dire que entre l'envers et l'endroit, entre ce qu'il y a dans l'eau comme reflet et ce qu'il y a dans l'eau derrière le plan d'eau, eh bien, il n'y a plus qu'un même plan. Et là, je crois que c'est ça, pour moi, le regard icarien. Comme s'il fallait, entre ciel et terre, nous les humains qui sommes debout, que la peinture fasse basculer l'humain vers autre chose, vers cette décision qu'a eue Pollock de peindre de circuler entre ces toiles, d'être au-dessus, donc d'être pris dans une sorte de mouvement d'envol et de latéralisation à l'infini du regard, car être sur et dessus et au fond, c'est construire un lieu qui délocalise l'humanité en tant que telle. Nous sommes anthropologiquement debout, selon la pesanteur. Autrement dit, c'est une peinture qui ne cadre pas l'infini, au sens de la fenêtre Renaissance, au sens de la théorisation d'Alberti, où le point est une extrémité et la ligne se déplie à l'intérieur d'un système métrique et d'un système de cadrage, disons pour aller vite, mais c'est une peinture de l'illimité, une peinture de l'infini. C'est comme si c'est l'œil du peintre qui voulait devenir l'infini. Et pour un homme devenir l'infini, je crois, et ça explique sans doute le rythme de la vie de Pollock, devenir l'infini et tirer de son inconscient quelque chose de ce type
que ce soit en prenant du côté du primitif, que ce soit en prenant du côté de la violence du visage, et que ce soit en prenant du côté des traits primordiaux de l'humanité, que ce soit au contraire en empruntant les mouvements phosphorescents du cosmos, les comètes, c'est de toute façon une peinture du danger, un danger en peinture. C'est sûr et certain que à de multiples reprises, en passant par de multiples voitures, il y avait donc le fameux Model T donc, de chez Ford. Ensuite, il a eu une Cadillac, il a eu une Oldsmobile, et il les a crachées, toutes ces voitures. Donc c'est quelqu'un qui avait rendez-vous avec la mort automobile. On peut dire ça, mais... Ce n'était donc pas un accident. Bon, ce n'était donc pas un accident. Il faut considérer donc l'accident de voiture de Pollock comme à la fois quelque chose qu'il désirait intimement, mais comme quelque chose qui lui faisait une peur bleue. Moi, je crois qu'il y a une nécessité de l'échec. Je crois qu'il y a une grandeur de l'échec. Je me méfie beaucoup de ces œuvres contemporaines qui sont très lisses, qui n'ont aucun échec, qui s'en tiennent à des principes, certes, quelquefois tout à fait intéressants, mais qui n'accueillent pas de failles, qui sont des parcours impeccables, impeccablement intelligents. Je me sens beaucoup plus attiré par les œuvres qui prennent le risque de l'échec. Il y a toujours un moment dans la vie d'un artiste où un artiste fait une sorte de saut. Je pense à Malevich en 1915, le carré noir. Bon, il y a un saut. Je pense à ce moment où d'un coup Mondrian passe à l'abstraction à partir de schémas d'arbres ou à partir de schémas de porcs, par exemple. C'est-à-dire, un moment, le peintre devient le peintre de sa peinture. Je dirais, il est fait par sa peinture. Son but, c'est encore une fois d'aller de plus en plus vite. Son but en voiture, c'est de défier la gravitation terrestre en cherchant une vitesse de sortie de l'orbite de la Terre. Et on retrouve cette volonté-là, qui n'est pas forcément une volonté mortifère, ce n'est pas forcément inhumaine que de vouloir aller vite. On retrouve cette volonté dans la manière dont Pollock peignait dans l'air au-dessus de ses toiles. Il y a à la fois donc la gravitation qui lui sert d'auxiliaire, et la gravitation est simultanément son ennemi le plus intime. Épilogue. Le tableau Going West, conquête de l'Ouest, si on veut, en tout cas aller vers l'Ouest, est un tableau tout à fait étonnant et troublant des débuts de Pollock, qui peut-être peut se caractériser par le fait qu'il adopte dans son sens de lecture le sens de la cartographie. Donc le voyage qui est représenté sur le tableau s'effectue effectivement vers l'ouest, c'est-à-dire vers la gauche du tableau. C'est un tableau d'apocalypse quand même. C'est un tableau très noir. Mais ce qui est aussi, à mon avis, intéressant, c'est que le sens d'évolution de ce qui bouge ou de ce qui est censé bouger sur le tableau envoie vers la gauche, c'est-à-dire vers ce qui prendrait, si j'ose dire, une phrase si elle était écrite à l'envers. Et on a, dès ce tableau-là, le sens du contresens de Pollock. Ce qui me frappe, pour ainsi dire, sur ce tableau, c'est que si on le tourne de quart côté, donc il est horizontal, il se regarde horizontalement, si on le redresse et qu'on l'imagine vertical, on a une structure qui est assez proche, finalement, de celle de The Deep. Et ouais, c'est un trou, quoi. Il y a un trou, ouais, exactement.
il y a un fond noir dans lequel rien ne s'inscrit. Toute la valeur du dripping se trouve peut-être entre ces deux tableaux. Toute sa valeur de texture, de tissu, de recouvrement de sol se trouve peut-être entre ces deux tableaux comme une tentative de définir un sol sur lequel il y a des traces et sur lequel cependant on n'a pas véritablement ou pas authentiquement marché ou pas correctement ou pas convenablement, je ne sais pas comment dire, marché. C'était Jackson Pollock dessus, dessous, avec Christine Bussy-Glucksmann, philosophe, auteur de L'œil cartographique de l'art chez Galilée, George Collins, philosophe, Jean-Pierre Criqui, historien d'art, et Jean-Paul Marcheschi, peintre. On dit qu'il est le maître de la peinture du chaos. Et chose exceptionnelle pour Pollock, il envoie tout de suite à Telex, à Time Magazine, en disant « Nom de Dieu, tout sauf le chaos. No chaos, damn it ».